Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate surtout, un maximum d'énergie, vraiment. Parce qu'encore une fois, ce qui définit la qualité de notre vie, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie. Ce n'est que ça. Les amis, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette tournée Sparte, une journée exceptionnelle. Trois lives, trois interviews, donc soyez le bienvenu, ça va être du lourd. Aujourd'hui, on est avec Sandro, on va être en direct, un parcours aussi exceptionnel, aventurier à koh entrepreneur, papa, une vie bien remplie. Et c'est ce que j'aime, avoir des personnes aussi qui ont une certaine consistance. Et ça va être magnifique, il va nous partager son parcours, comment il a fait pour en arriver là, comment il a fait pour faire koh qu'est-ce que ça y a pris. Donc ça va être magnifique. On est en train de se connecter de Tenerife. Alors, est-ce que j'ai reçu de Sandro? Donc, je t'ai dit, normalement, tu peux demander à rejoindre le live. Alors, yes, ça marche. Magnifique. Salut Sandro, est-ce que tu m'entends déjà? Je t'entends très très bien. Attends, je fais les petits Super. ajustements, mais je t'entends très bien là. Alors, ok, moi aussi je t'entends. Nickel. Je vais monter juste un peu le son pour bien t'entendre. Super, l'image, ça va. Nickel. Ben, écoute, Sandro, déjà, tout d'abord, je te dire grand merci à toi d'avoir accepté cette interview, de prendre un peu de ton temps. Et je sais que le temps est précieux quand on n'est pas entrepreneur sportif. Le temps est précieux, donc grand merci à toi. Et voilà, l'idée, c'est que toi aussi, tu puisses un peu nous partager ton histoire, qui tu es, comment tu as fait pour pouvoir faire koh comment tu as fait aussi pour être entrepreneur, papa, et comment on fait pour gérer tout ça. Et comme on disait ensemble tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où beaucoup de gens ont aussi envie d'avancer, quelque part entreprendre leur vie. Donc, merci à toi. Bah, écoute, déjà merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir partager. Et puis moi, dès qu'on me parle de koh je suis à bloc, je suis à fond. Voilà, donc j'ai vécu une magnifique aventure, notamment à travers koh. Et puis comme tu l'as dit, il y a plein d'autres choses autour Hmm. dans ma vie. Je suis papa, c'est encore une aventure incroyable, mais je pense qu'on va évoquer tout ça. Et donc merci à toi et c'est vraiment avec plaisir que je partage mon petit bout d'expérience, d'aventure. Donc merci. Ben, merci Sandro et bienvenue à tous les amis. Si vous passez par là entre midi deux, vraiment restez, ça va être un super échange très riche. La première question, Sandro, que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà? Bah, du coup, moi je viens de Belgique, j'ai 37 ans la semaine prochaine, donc on va accepter les 37 ans. Je suis entrepreneur, donc j'ai créé ma société il y a 2 ans, donc c'est un peu particulier, mais j'ai un grand centre. Avec mon meilleur ami, on s'est associé et on gère principalement un salon de tatouage. Donc, on travaille avec des artistes internationaux. On fait venir les meilleurs tatoueurs du monde et on les loge, on les fait venir et on travaille avec plusieurs artistes, 7 sur 7. Et on propose du coup, des tatouages de haute qualité puisque ce sont les meilleurs. Donc, j'ai des Russes, des Ukrainiens, j'ai des Brésiliens, des Slovaques, des Tchèques. Donc, voilà, on va vraiment chercher les meilleurs. J'ai une salle de sport aussi, j'ai un barbershop, j'ai un kiné qui travaille aussi dans mon centre. Donc voilà, on est un peu multifonction. Et voilà, on le fait avec beaucoup de plaisir. À côté de ça, j'ai un petit bébé. Ma petite, elle a presque 2 ans. Elle a 21 mois. Tu sais qu'en tant que papa, on compte en mois, hein, on ne colle pas en années. Elle a 21 mois. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Elle ne me regarde pas, mais je lui fais quand même un gros bisou. Et donc voilà, je suis avec ma femme Julie depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans. Et voilà, donc une vie bien remplie, comme tu dis, un rôle de papa, entrepreneur. Hmm. Et voilà, j'ai participé aussi à koh en 2017, diffusion 2017, et au Cambodge. Ça s'est assez bien passé. J'ai pas gagné, mais ça s'est quand même bien. Donc voilà un petit peu mon parcours en quelques mots. Magnifique, magnifique, mais très rempli. Et on va revenir sur tout ça. Ça va être très, très intéressant, Sandro. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est parce que quand même pour faire koh il faut quand même faut quand même aimer le sport, faut aimer le dépassement, faut aimer s'envoyer. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu étais sportif? Est-ce que tu fais du sport ou pas du tout? Alors j'ai toute ma vie j'ai joué au football. Donc j'ai fait pas mal de grands clubs quand j'étais jeune. J'ai touché à l'élite, tu vois. Je m'entraînais avec ce qu'on appelle les joueurs UEFA, donc c'est les moins de 21, les espoirs, quoi. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Mhm. Et je m'entraînais même un petit peu avec l'équipe première d'un club ici de première division. Donc voilà, tout jeune, à 18 ans, j'avais une possibilité. Finalement, ça s'est pas fait.
sans excuse. Voilà, il manquait le petit quelque chose pour vraiment atteindre le top niveau. Et après, j'ai un petit peu voilà, joué comme ça dans des clubs à un bon niveau. Et à côté de ça, j'ai toujours fait énormément de sport. Encore maintenant, tous les jours, je fais du sport, je cours, je fais beaucoup de, pas du crossfit, mais du functional training. Donc voilà, ça ressemble très fort à du crossfit. Donc j'ai une salle chez moi ici sur mon lieu de travail. Du coup, c'est assez simple et c'est assez motivant. Et oui, après, comme tu dis, le parallèle que tu fais entre koh, il faut quand même être barge pour aller à koh et pas être préparé ou pas être entraîné ou pas être sportif dans l'âme, puisque voilà, c'est très dur. Les épreuves, elles sont très exigeantes. Du coup, ouais, il faut quand même être assez sportif pour pouvoir prétendre à aller sur koh. Même si tout le monde n'est pas sportif sur koh, mais ça dépend des profils. Mais quand tu as 30, 32 ans, voilà, on attend de toi que tu sois quand même un minimum sportif et que tu répondes sur les épreuves. Excellent, Sandro. Excellent. Ben, on va revenir par rapport à tout ça. Et tu as parlé de quelque chose qui est très, très intéressant pour moi. Je vais aller chercher les pépites à chaque fois quand tu évoques des choses, notamment le fait d'être sportif de haut niveau. Parce que moi aussi, j'ai fait 15 ans de rugby, comme je te disais, dans des magnifiques clubs. Et comment ça se passe pour toi quand concrètement, ben, tu sais que ben, pendant des années, tu t'entraînes, tu espères peut-être quelque chose, toi aussi pouvoir jouer ou vivre de cette activité. Comment ça se passe un peu la mutation entre le fait, ben, tu sais que quelque part, ben, tu as peut-être passé à côté ou tout simplement, c'était pas pour toi. Qu'est-ce que tu te dis et comment tu rebondis à cette époque? En fait, pour être tout à fait franc, j'ai plus rien à cacher aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on a joué en équipe de jeunes, on a toujours joué à haut niveau et qu'on a frôlé le monde professionnel et qu'on l'a touché du bout du doigt. Et surtout quand on voit d'autres joueurs avec qui on a évolué pendant toute une vie qui, eux, y arrivent, ben, c'est sûr qu'il y a une grosse frustration, on va pas se mentir. Et puis moi, j'ai toujours été conditionné parce que dès mon plus jeune âge, je jouais dans des grands clubs. Du coup, il y a toujours eu cette attitude de prendre soin de soi, de vraiment tout donner dans le sport, etc. Du coup, c'est sûr qu'à 20 ans, quand ça prend pas et qu'on n'y arrive pas, donc est-ce que c'est un peu la chance, le talent, le bon moment, enfin, tu connais, c'est plein de choses qui rentrent en compte à ce moment-là, puisque tout le monde a du talent, tout le monde est fort, tout le monde est bon, tout le monde est costaud. Mais c'est sûr que c'est frustrant. Et d'un autre côté, à 18 ans, tu as l'esprit, voilà, tu commences à dire, bon, ben, si cette année je ne suis pas à ce niveau-là, je suis à plus bas niveau, ben, j'ai plus de temps pour moi, puis c'est les premières sorties, etc. Des choses qu'on s'est peut-être un petit peu refusées avant, puisque justement, on espérait atteindre le top niveau. Ben, du coup, voilà, quand à 18 ans, 19 ans, tu te rends compte que peut-être ça ne fonctionnera pas et que tu signes dans un club un petit peu plus en dessous, ben, tu as une liberté. Tu dis, tiens, il n'y a plus que 3 entraînements par semaine, mais j'ai l'impression que c'est le club. Pas 3 entraînements, c'est pour rigoler, tu vois. Alors qu'avant, on était à 6 entraînements, c'était tous les jours. Il y avait. Du coup, tu te rends compte en fait que la vie, elle t'offre un temps. Tu le disais tantôt, ce qu'il y a de plus précieux, c'est le temps. Et être sportif de haut niveau, ça demande un temps et une implication de malade. Du coup, ben, ouais, le jour où tu te rends compte, tu commences à profiter. Et peut-être que j'ai baissé les bras un tout petit peu trop tôt. Peut-être que j'aurais dû persévérer encore un an ou deux. C'est peut-être mon seul regret. Mais voilà, après aujourd'hui, je te dis, j'ai 37 ans, c'est pas maintenant que je vais avoir des regrets, j'ai une super vie, un super parcours. Yes. Donc j'ai aucun regret, mais c'est vrai que des fois je me dis, est-ce qu'il aurait pas fallu pousser encore un tout petit peu pour voir s'il y avait moyen. Mais voilà, je le regarde Excellent. avec le sourire aujourd'hui, hein, pas de souci. Excellent, Sandro, ce que tu partages. Je te pose cette question parce que j'ai aussi beaucoup de sportifs, des jeunes aussi qui suivent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas trop. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'étais jeune, je te dis, j'ai joué plus de 10 ans à Castres, on avait des anciens, des entraîneurs vraiment des anciens. Ils disaient, n'oubliez pas que ici, vous êtes peut-être 30 et que dans l'école de rugby, ça vous êtes peut-être des centaines. Il y aura que quelques-uns, que quelques élus. Et encore une fois, ça reste du sport. Et c'est vrai que tu sais, aujourd'hui, ben, forcément, on rentre vite dans ce rouleau, on est jeune, on a des envies, on a des désirs, on a chacun nos histoires, on a envie de percer, on a envie de se bouger. Mais ce qu'on ne dit pas assez dans le sport de haut niveau, c'est que il y a très très peu d'élus et que après, pour se reconstruire, parce que quand même on s'est construit, comme tu disais, avec cette intensité où tu te sens puissant, cette intensité où tu te sens en vie, ouais, tu te sens presque Dieu des fois, tu vois, quelque part entre guillemets. Tu te sens inarrêtable. Et c'est vrai que
Moi, j'ai connu énormément de joueurs et de sportifs qui, du jour au lendemain, ça s'arrête, blessure, etc. Il faut rebondir. Et là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est pour ça que je voulais avoir ton retour sur ça. Et qu'est-ce que tu fais toi après du coup? Est-ce que tu te lances dans le monde du travail? Comment ça se passe? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la transition, comme je te dis, j'avais 18-19 ans, je suis rentré à l'université. Et donc voilà, ça m'a permis de me concentrer un peu sur les études. Et je continue à jouer en parallèle, mais quand tu redescends de niveau, comme je te dis, tu n'as plus que 3 entraînements semaine, par exemple. Bah, du coup, tu as l'impression d'avoir un temps de fou pour toi. Mhm. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais joué à haut niveau, ils vont te dire 3 fois semaine plus le match, ça fait 4 fois, c'est énorme en fait. Quand tu as joué au haut niveau, 4 fois semaine, c'est un mi-temps, quoi. Tu vois, tu as l'impression d'avoir beaucoup de temps. Donc, en parallèle, je rentrais à l'UNIF et voilà, j'ai un peu changé mes plans de carrière. Je gagnais un peu de sous, un petit peu d'argent en jouant à un plus bas niveau à 19 ans, alors que quand tu frôles l'élite, tu n'as pas encore de rentrée d'argent ou c'est juste des frais de déplacement, des choses comme ça. Du coup, tu te dis, j'ai 18 ans, je m'entraîne 3 fois, je touche de l'argent, je rentre à l'UNIF, je m'amuse un petit peu. Mhm. De fait, tu survoles un petit peu, puisque à 18-19 ans, quand tu descends de niveau, fatalement, tu es en forme, tu vois, du coup, tu survoles, tu es un peu le roi, quoi. Mais comme tu dis, on te conditionne et on te pousse et on te booste à tenter de devenir, de faire partie de l'élite, mais on ne te prépare pas spécialement à dire attention, si tu t'en rapproches mais que ça foire, il faut se relever. Mhm. Et il faut l'accepter, quoi. Après, comme tu dis, il y a très 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 peu d'élus, hein. C'est comme le casting de koh. Moi, j'ai des gens qui. Je reçois des messages sur Insta de gens. J'ai écrit, est-ce qu'ils vont m'appeler? Je dis, attends, calme-toi, il y a 30 000 candidatures, il faut un peu croiser les doigts, il faut persévérer, il faut peut-être retenter ta chance l'année prochaine. Il n'y a pas de garantie de résultat, tu vois. C'est un peu le principe dans le sport ou dans de, voilà, de challenge où il y a beaucoup de monde et peu d'élus. Ben, fatalement, c'est pas toujours évident. Excellent, Sandro. Ben, merci à toi pour ton retour. On va parler de tout ça justement. Euh, donc, tu fais ta vie, tu grandis. Comment ça se passe? À un moment donné, tu trouves un boulot. Et qu'est-ce que tu te dis en toi? Parce que quand on est sportif, on a toujours une voie, on cherche toujours quelque chose, un défi, quelque chose à se dépasser. Comment tu vas venir à tout simplement arriver à koh? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire, ben, je vais y aller, je vais tenter ma chance? En fait, honnêtement, mais vraiment honnêtement, c'est tout bêtement. J'oublierai jamais, c'était au tout début de ma relation avec Julie. Et elle me dit, écoute, je lui dis, écoute, c'était une des premières soirées qu'on passait ensemble à la maison, tranquille. On est posé. Attends, parce qu'il y a des commentaires qui me font rire. Clémentine et toi, vous êtes réconciliés. Et donc, je lui dis, il y a la pub koh qui passe, et je lui dis, écoute, tu me croiras jamais, mais moi, c'est mon rêve, koh j'adore. Et elle me dit, écris, ils vont te prendre. Je dis, écoute, début de relation, elle est amoureuse, tu vois, elle est. Ouais, ils vont te prendre. Du coup, je prends la tablette, je regarde un peu, je vois entre 20 et 30 000 candidatures. Je dis, écoute, 30 000, c'est un stade de foot rempli. Tu te rends pas compte, c'est pas 30 000 pour 20 personnes. En plus, je suis belge. Tu vois, il y a pas tous les ans un belge. Donc, du coup, les chances, elles sont faibles. Et bref, ça me traverse l'esprit, mais je laisse passer. Et le lendemain, ben, comme toute personne qui gagne au loto, il faut jouer une première fois. Et je suis au boulot, je m'embête un petit peu, et ça me retraverse l'esprit. Et je télécharge le formulaire, je l'imprime, et je commence à gratter, j'écris. Puis j'ai une petite hésitation parce que je me dis, je dois envoyer un courrier depuis Bruxelles jusqu'à Paris. Il faut qu'il lise, c'est long et machin. Et tu vois, je me suis dit, non, jamais, ça passera pas. Tu vois, je me dis, moi je suis toujours tu vois, je suis très mat, moi, hein. Je dis, attends, une chance, 30 000, 20 chances sur 30 000, moins. Il y a plus de mecs que de filles qui écrivent, ça fait une chance sur 15 000. Oublie, c'est impossible. Bref, finalement, peut-être elle part. Et, euh, et 2, 3 semaines après, j'ai un premier coup de fil qui sera le début d'une belle histoire parce que voilà, ça commence avec un petit coup de téléphone. On a encore beaucoup à ce moment-là. Et puis on m'a rappelé encore après. Et puis il s'enchaîne des mois de casting, hein, puisque c'est un long processus. Et puis je pars à Paris, et puis pour un premier casting filmé, et puis un deuxième, puis un troisième, puis il y a les tests médicaux, les tests physiques. Enfin, il se passe un million de choses, et jusqu'au jour où on me dit, écoute, là j'ai des frissons en te le disant, on me dit, écoute, c'est bon, tu pars. Et je dis, putain, c'est pas possible. Et C'est parti. c'est une aventure parce que ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ignorent, c'est que en fait, l'aventure, comme tu la vois à la télé, on l'a vraiment vécu comme ça, c'est ultra transparent.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les castings, ça dure des mois. Puis quand tu sais que tu pars que un mois après. Au moment où tu montes dans, enfin, je te la fais en deux-deux, mais au moment où tu montes dans l'avion, tu sais pas où tu vas. Tu sais toujours pas, tu as signé des contrats, mais tu sais pas dans. Donc c'est au moment où tu montes dans l'avion que tu regardes l'écran. Et tu vois, on avait une première escale à Singapour, je me souviens. Alors, je me dis, bon, ben, on va à Singapour, puis on prend un deuxième avion, puis un troisième avion. Et là, dans l'avion, je connaissais pas le nom de la ville où on atterrissait. Je demande à quelqu'un qui est assis à côté de moi dans l'avion, c'est quel pays? Et donc, on me dit, c'est le Cambodge. Je dis, ah, ben, bon, apparemment, je veux. Tu vois, et donc, il y a un truc de fou. Ouais, Quand tu pars, non. une inconnue totale, et puis tu sais pas si tu pars 3 jours, si tu es éliminé le premier, ou si tu restes 50 jours, plus le retour et tout. Puis tu peux le dire à personne. Du coup, ouais, à ta famille ultra proche, bien sûr. Mais je veux dire, tu vois, il y a tout un travail derrière au niveau de ton boulot. Tu dois mentir. Enfin, mentir. Tu dois, voilà. Mentir, c'est un grand mot, mais tu dois garder le secret. Et puis, ce que plein de gens oublient aussi, c'est que quand on revient, on n'a pas la diffusion immédiate. Tu reviens, tu dois te faire oublier pendant 3 mois avant que la diffusion ait lieu. Donc, les gens qui. Donc là, il y a un nouveau koh qui est en train de diffuser. C'était le deuxième épisode hier. Mais eux, ils sont rentrés il y a 3 mois. Donc ça veut dire que les gens ont repris leur vie, ils retravaillent, ils ont repris du poids, ils se sont fait oublier, tu vois. Et donc il y a tout un. Mhm. Par exemple, tu as 6 mois de casting, tu as 2 mois de voyage, et c'est 3 mois après qu'on diffuse. Donc tu as quasiment un an, tu vois. Donc ta vie, elle est prise. T'es dans le. Tu vois, c'est pas quelque chose. Quoi. Les gens, ils pensent, ouais, ça va, tu as fait 20 jours, 30 jours, 15 jours, peu importe. Non, non, il y a un an de processus derrière, tu vois, d'implication. Et puis pendant les castings qui durent 6 mois, au plus tu au plus avances dans le casting, au plus tu t'entraînes, tu te conditionnes, tu te prépares psychologiquement. Puis on t'appelle pour aller à Paris, ben, du coup, tu commences à préparer, puis tu prépares ton sac, puis tu t'entraînes comme un malade, puis tu commences à te renseigner comment est-ce qu'on fait du feu. Je sais pas comment, tu vois. Tu rentres dans un. Voilà, c'est des mois et des Mhm. mois et des mois et des mois de préparation pour ton premier KL. Et voilà, tu commences à regarder des vidéos, des trucs, tu es au boulot, dès que tu as 5 minutes, tu dis comment tisser, comment faire ceci, comment ouvrir une coco. Tu vois, tu t'entraînes dans ton jardin comme un blaireau et tu dis putain, il faut pas qu'un voisin me voie parce que c'est. Donc tu vois, il y a un gros procédé derrière qui dure des mois et que les gens oublient quoi. Donc tu vois, Mhm. les gens ils voient l'aventure, ils pensent ouais, ça va, ça fait 3 jours, ils sont en train de. Mais ils savent pas que derrière, et puis tu vois, t'as une famille, des enfants que tu dois laisser, c'est compliqué. Et tout ça, c'est très, 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 très chaud. Mais c'est magnifique. C'est une aventure qui est incroyable. Ah ouais, c'est en tout cas, ça donne envie quand on a le côté aventurier, c'est sûr, c'est extraordinaire. Et là, quand tu te retrouves dans l'avion, tu sais que les personnes qui sont avec toi, ce sont les personnes qui vont faire koh tu sais que c'est elles? Non, en fait, Non. d'abord, on a rendez-vous dans un hôtel, donc à Paris. Donc, mais c'est ultra carré, c'est-à-dire que tu peux pas arriver Hmm. une minute en retard. Donc, on te dit, tu prends tel train, là, tu prends tel métro, là, tu attends, et à 10h18, tu commences à marcher dans la rue. Vraiment, pour être sûr que personne croise personne. Et tu dors dans un hôtel, et le lendemain matin, on vient te chercher. Et en général, on voyage 3 par 3. Donc, c'est 3 candidats et une personne de la prod qui nous accompagne. Et là, on va commencer, on peut parler à personne, on n'a plus de passeport, on n'a pas de sac, on n'a pas de valise, on n'a rien, ils ont déjà tout pris en charge. Et on t'emmène à l'aéroport, on te met dans un coin, on est trois. Et alors, au fur et à mesure qu'on prend des autres avions, tu commences à reconnaître les petits groupes de trois. Donc de loin, tu vois, ah là-bas, il y a un groupe de trois, je crois qu'ils font partie de Hmm. pas, je sais pas. Donc dans l'avion, tu vois, tu regardes tout le monde comme ça. Mais le premier vol où tu vas jusqu'à Singapour, je sais pas, c'est un vol, il y a 200-300 personnes. Donc tu sais pas quels sont les 20 de l'avion qui participeront à l'aventure. Donc, c'est toute cette magie parce que vraiment, jusqu'à la dernière seconde, quand on dit qu'on fait connaissance Ouais. sur le bateau, ou enfin, en fonction du début de l'aventure, nous, c'était sur un bateau. Donc, on nous met sur un bateau, on nous dit c'est parti, et là seulement, tu dis bah, comment tu t'appelles, et tu découvres vraiment les gens, et voilà, c'est magique, quoi. Ouais, c'est vrai que cette émission, mais je pense si elle marche encore aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est que parfois, c'est comme tout, on réalise pas, on voit juste l'épisode, on se dit waouh, c'est beau, c'est super, mais tout le travail de préparation qu'il y a derrière, il est exceptionnel en fait. Ce qui fait que ça crée vraiment une aventure mise à part. Et puis le boulot qu'il fait après de montage, etc., c'est vraiment quelque chose pour le coup de coups humains, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est monstrueux. Je pense que entre les candidats et la prod et tous les gens qui travaillent pour koh, je pense qu'il y a 200 personnes qui travaillent. Par exemple, tu te retrouves sur une île au Cambodge où il va se passer des choses, il y a 200 personnes. Donc, fatalement, on ne le voit pas à l'écran, mais il y a des caméramans, des preneurs de son, il y a des journalistes, il y a des gens qui prennent des photos, il y a le gars avec son drone, parce qu'il y a plein d'images magnifiques qui sont prises avec un drone. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de locaux qui aident pour les épreuves. Mhm. Tout est construit sur place.
c'est pas la production de koh qui produit des choses en Belgique, enfin en France, pardon, et qui va les amener. Donc tout est prévu des mois à l'avance, tout est construit avec des matériaux qui ont été achetés, enfin et conçus sur place. Donc quand tu vois un totem, c'est qu'il a été construit sur place. Quand tu vois une épreuve avec je sais pas, une plateforme en plein milieu de la mer, on doit plonger là, ben, elle a été créée, elle a été montée, elle a été fabriquée quelques jours avant par des locaux. Donc c'est vraiment il y a un truc derrière, quoi. Et la magie du montage, c'est que on est sur une île déserte, on est que quelques-uns, on est là en slip, à moitié à poil, et voilà. Après, nous, sur l'île, on est très peu. Il y a juste les candidats, deux, trois caméramans, deux, trois preneurs de son, et un journaliste qui se font oublier. Donc, au début, c'est un peu, voilà, on se demande, enfin, tu vois, c'est un peu impressionnant. Mais après quelques jours, ils font vraiment partie comme du décor, tu vois. Tu les as oubliés, tu peux pas leur parler. Enfin, tu leur parles, ils te répondent pas, puisqu'ils disent non, non, fais ton aventure, nous, on n'est pas là. Et donc, du coup, enfin, il y a un truc magique. Il y a du monde et en même temps, il y a personne. Et tu es seul au monde, mais en même temps, tu sais qu'il y a une méga production derrière. Mais très vite, tu oublies tout ça. Tu as vraiment l'impression d'être seul Hmm. sur l'île. Et c'est quand tu reviens et que tu revois la diffusion, tu vois les montages, tu vois les images, mais qui sont magnifiques. Tu te dis, putain, c'est incroyable. L'aventure, elle est vraiment. Ah, excellent, Sandro. Ben, merci à toi de partager tout ce que tu fais, tout ce que tu as vécu, parce que c'est vrai, c'est des choses que, ben, koh c'est vrai que c'est une émission quand même qui est beaucoup regardée, qui est beaucoup aimée, et on aime toujours savoir un peu les backstage. Et qu'est-ce que tu te dis, toi, justement, quand tu arrives dans cette émission, mais ça y est, tu as été pris, tu te dis quoi, toi, en fait? Tu vas dans quel état d'esprit? C'est ça qui est intéressant. Tu vas dans quel état d'esprit? Alors moi, j'ai tellement eu envie d'être pris, j'étais tellement chaud que je pensais que voilà, j'y allais tranquille. Et quand tu montes dans le train tout seul, et puis quand tu arrives et qu'on prend ton portable, et que tu te sens isolé du monde, et tu te sens tout petit là. Là quand même, tout le monde, celui qui me dit qu'il fait pas une petite trace dans son slip, j'y crois pas. Parce que je commence un peu à paniquer. Wow, dans quoi je m'embarque? Puis dès la première épreuve, par exemple, nous, là, en fait, on est arrivé au Cambodge, il pleuvait tellement fort, on s'est dit mais c'est pas possible, on va pas dormir dehors. Enfin, tu vois, tu te dis c'est un monde hostile. Il faut savoir que quand tu arrives au Cambodge, que tu es sur une île déserte, tu es dans la jungle, il y a des animaux, il y a des araignées, il y a des serpents, il y a des scorpions. Enfin, il se passe des choses. Ça te met vite une claque. Tu comprends vite que ton petit confort, t'es pas dans ton jardin en train de t'entraîner, quoi. Tu vois. Et les gens, ils oublient ça. Hein. Je vois des commentaires parfois débiles où les gens, ils savent pas. Va pieds nus dans la jungle. Tu te rends pas compte, frère. C'est chaud hein, là-bas. Et même la première épreuve, nous, on doit sauter d'un bateau. Il pleut, vagues. C'était loin, il y avait 350 mètres à nager avec les vêtements, le sac, il pleuvait, il y avait des vagues. Donc même moi qui suis entraîné, qui m'étais préparé, je me suis dit mais comment on va arriver jusque là-bas? Je regardais autour de moi, je dis mais la moitié ils vont même pas arriver, c'est pas méchamment dit, tu vois, mais je me dis il y a des gens ils sont peut-être moins préparés, mais alors tu le fais pas, tu sautes pas d'un bateau. D'ailleurs nous ils ont dû aider deux trois personnes, tu vois, les derniers ils ont dû demander de l'aide à la production. Il y avait des maîtres nageurs qui ont dû aller Enfin c'était dur, tu vois, dès les premiers instants. Et puis fatalement au début, t'as rien. Tu vois, le temps de t'installer sur le camp, essayer de faire une pseudo-cabane, t'as pas à manger. Donc, tu passes 4, 5 jours sans rien manger. Et c'est là que tu te rends compte c'est quoi la vraie faim. Parce que tu vois, on pense tous connaître la faim en mode Hmm. il est 14 heures, j'ai pas encore mangé, j'ai faim. Non, non, mais ça, c'est pas la faim. Là, ça, c'est la gourmandise. Tu vois, tu peux sauter 1, 2, 3, 4, 5 repas avant de vraiment commencer à connaître la vraie faim. La faim, c'est quand tu te lèves et tu tombes dans les pommes parce que t'es vidé. La faim, c'est quelque chose que très peu de gens ont connu et tu sens que c'est horrible. C'est horrible. Ça te Hmm. et là, de nouveau, tu as le gars ultra confiant qui est parti et puis c'est là que tu vois les vrais bonhommes. Et d'ailleurs, elle vient de se connecter. Et je prends toujours son exemple, mais il y a une femme qui était dans mon équipe, Marjorie, qui était extraordinaire parce que elle avait jamais fait de sport. Elle s'en est pas cachée. Hein. Elle a dit voilà, moi j'ai jamais fait de sport. Elle arrive, elle avait une cinquantaine d'années, tu vois. On s'est tous dit bah tu vois, la pauvre, je sais pas comment elle va faire, tu vois. Mais un mental, et le mental, tu peux être taillé comme toi. Regarde, t'es rugbyman, t'es taillé, tu peux mesurer 2 mètres. Mais le mental, le vrai mental, un Hmm. mental d'entraînement, je te parle, le vrai mental, les vraies conditions, quand ta famille te manque, quand t'as froid, quand t'as pas dormi, que t'as pas mangé, c'est là que tu vois les gens qui sont très très forts. Et Marjorie, parce qu'elle vient de me faire un petit coucou, Marjorie, par exemple, qui était avec nous, elle était plus loin que moi dans l'aventure. Euh, c'est inexplicable, quoi. Donc c'est une maman qui a jamais pris du temps vraiment pour elle, à faire des trucs, du sport et tout. Elle est arrivée sur koh on s'est tous dit, bah,
dans 2 jours, c'est fini, tu vois, ça va pas le faire. Et elle nous a tous laissé de mort. Il y a des épreuves où elle va jusqu'au bout, où elle a nagé, enfin, elle a fait des trucs. Tu dis, mais si moi, je m'étais pas entraîné comme un fou, je serais mort, j'aurais craqué. C'est là que tu vois les gens qui ont un mental Hmm. guerrier. Tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Et pourtant, nous, on est sportifs, on sait se faire mal, tu vois. Mais quand même, c'est pas le même mental. C'est pas le mental du gars qui va jusqu'au bout de sa rep et tu vois, qui va courir ou qui se lève le matin. C'est pas ce Hmm. mental que quand t'as pas le choix, là, tu vois. Et, euh, et ça, tant que tu l'as pas vécu, et c'était un de mes objets, enfin, c'était une Yes. recherche, c'est tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. T'as beau dire, ouais, non, mais moi, je me connais, je sais que. Non, tais-toi, tu sais pas. Peut-être que oui, mais peut-être que non. On a vu des gaillards abandonnés ou craquer, et on a vu des gens sur qui tu n'aurais pas misé 1 euro et ils font des aventures de malade. Donc c'est très très compliqué. Et en même temps, c'est magnifique parce que vraiment, c'est repousser ses limites au bout du bout du bout du bout. Quoi. Il y a voilà, c'est vraiment sympa. Ah, incroyable, c'est incroyable, Sandro. Ouais, et félicitations à toutes les personnes qui ont fait cette aventure aussi avec toi. C'est vrai que je pense que c'est une bénédiction quelque part, tout ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils sont contents de l'avoir fait quelque part parce que même si ça peut être hyper difficile, je pense qu'il faut le faire pour le comprendre ou avoir vécu des situations comme ça. Euh, mais la plus grande richesse, au-delà de tout ça, c'est, je pense, la découverte de soi, la découverte de qui je suis en fait, véritablement. Je pense que ça change une vie. Et on va faire le parallèle par le suite de ta vie après. Euh, et juste pour terminer avec koh est-ce que toi tu t'étais préparé par exemple à moins manger des choses comme ça parce que tu parlais de la faim ou est-ce que tu te dis bon ben je mange tout ce que je peux parce qu'après la base on va rien. Alors, en fait, c'est marrant parce qu'effectivement, au début, tu dis, bah, je vais me préparer à moins manger. Et d'un autre côté, tu dis, ben non, autant prendre un peu de poids avant de partir, puisqu'on sait qu'on va les perdre, les kilos. Moi, j'ai perdu 16 kilos là-bas. Donc, j'ai été éliminé au 30e jour, j'ai perdu 16 kilos. Du coup, moins manger. Donc, ce que moi j'ai fait, après, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'éliminer. Moi, je bois beaucoup de café, par exemple, donc j'ai essayé de diminuer, tu vois, le café, les boissons sucrées, tout. Bon, déjà, normalement, j'évite, même si là, je suis en train d'en boire un. Mais, tu vois, j'ai essayé d'éliminer les choses Hmm. que je savais qui pouvaient, tu vois, manquer à mon corps, tu vois, la caféine, etc. Mais par contre, non, tu peux pas habituer. Si tu commences déjà à moins manger avant de partir, laisse tomber, voilà, c'est compliqué, quoi. Par contre, un truc dont j'ai souffert là-bas, c'est que j'étais assez sec, tu vois, je m'étais musclé le maximum et j'étais très sec. Le problème, c'est que quand tu souffres de la faim, tu vas vraiment chercher. Et en fait, les sportifs, Hmm. les gens musclés, c'est eux qui ont maigri le plus vite. En fait, quand tu as du gras, en fait, le corps, il va d'abord puiser dans ton muscle plutôt que dans ton pur gras. Et du coup, Exact. moi, j'ai perdu ma force et mon énergie. J'avais un trou à la place du ventre. Et aussi, mais j'ai d'autres qui le vivaient beaucoup mieux. Et en fait, ouais, ma prépa à ce niveau-là, mal préparée par rapport à mon Hmm. rapport muscle, gras, etc. Ça, c'était je l'ai un peu foiré, ça. Et je m'en Hmm. suis vite rendu compte, quoi. Ouais, parce que c'est parti dans l'état d'esprit, je pense, de se dire je vais arriver le plus affûté quelque part, le plus près pour être performant. Sauf que quand Et c'est très long, c'est pas, tu vois, ça dure 40 jours, mais il faut savoir que 40 jours, chaque jour, c'est un jour plein, c'est 24 heures. La difficulté, c'est pas une épreuve qui dure 1 heure ou, non, non. La hmm. difficulté, c'est 24 sur 24. Quand tu dors la nuit, qu'il faut se lever, qu'il faut alimenter le feu, qu'il faut aller chercher du bois, qu'il faut essayer de trouver à manger, qu'il faut essayer de trouver un collier, puis tu as une épreuve, puis tu reviens, puis c'est de nouveau le feu, puis le machin. Et donc, en fait, comme tu dis, j'ai essayé d'être le plus affûté pour mon début d'aventure, mais très vite, tu te fais du mal. Tandis que mieux vaut prévoir le coup en se disant, voilà, il faut prévoir le coup d'aller loin, fatalement, Ouais. et prévoir plutôt à moyen, long terme une prépa physique en disant, voilà, il me faut un peu de réserve. Il faut trouver le bon ratio. Mais il y a pas de formule magique, hein. Tout le monde souffre. Il y a pas tu vois, une formule magique en disant, ouais, en faisant ça, nickel, tu vas. Hmm. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant, Sandro. Et justement, comment toi, personnellement, parce que comme tu l'as dit, on est tous différents, on réagit différemment, mais comment toi, personnellement, à un moment donné, bah, quand tu commences à avoir faim, c'est-à-dire vraiment, vraiment faim, euh, comment tu te découvres en fait? Est-ce que tu es là, tu vas essayer de chercher un truc partout à bouffer, une banane, un fruit, etc., un poisson, ou comment tu es en fait, mentalement? Est-ce que tu arrives à te voir à ce moment-là? Est-ce que tu deviens plus énervé? Comment ça se passe?
C'est une très bonne question parce que, en fait, le problème, il y a un deuxième aspect à ce problème de la faim. C'est que à partir du moment où tu as faim et que tu commences à entreprendre, par exemple, comme tu dis, je vais aller dans la jungle et je vais essayer de trouver à manger, je vais aller pêcher, en fait, ta dépense d'énergie, elle est Ouais, supérieure ouais. à ce que tu peux éventuellement trouver en nourriture. Donc, par exemple, quand j'allais pêcher, tu passes 1 heure en mer à pêcher, à harponner ou à, tu vois, même si tu sors deux trois poissons, que tu partages après en 7 8 10 ça dépend à combien on est à ce moment-là, tu te dis, je vais recevoir ça à manger pour 1 heure, 1 heure et demie dans l'eau et c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, tu te rends compte que voilà. Donc, tu le fais plus pour le psychologique et pour aider l'équipe et aussi pour bien te faire voir. Tu vois, le gars qui ramène un petit peu à manger, même un tout petit quelque chose, quelques grammes, ça fait du bien au cœur et voilà. Du coup, c'est compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme j'étais très motivé d'y aller, j'avais mis la fin de côté dans ma tête. Mais à un moment, c'est plus ta tête qui fonctionne. Tu vois, toi, quand tu as Hmm. tête, c'est pas ton ventre, c'est ta tête. Par contre, là-bas, à un moment, c'est ton corps qui te le dit. C'est différent. Et ça, chacun, quand ton corps te le dit, c'est quand tu tombes dans les pommes, tu fais des malaises, quand tu vois les étoiles, tu vois, dès que tu te lèves, tu vois des étoiles. Là, c'est ton corps qui te dit ta faim. Ça veut dire que c'est plus la faim, c'est-à-dire que tu dois manger. Tu dois manger. C'est-à-dire qu'il faut nourrir la machine, sinon la machine, elle te dit merde, tu vois. Et c'est là que le mental, et puis il y en a qui vont craquer en étant désagréables, en gueulant, en râlant, il y en a qui deviennent exécrables. Et puis il y a aussi l'aspect fatigue, parce que quand tu dors pas de la nuit, tu sais, passe une mauvaise nuit, t'es papa, je vais pas te l'expliquer. Quand tu passes une mauvaise nuit, le lendemain, c'est compliqué. Tu vois, ton moral, ça pique. Tu Hmm. vois, t'es à fleur de peau, voilà. Donc quand t'as la faim, plus la fatigue, un peu le stress, parce que je sais pas, il peut y avoir une épreuve compliquée, il peut y avoir une élimination. Et en fait, c'est la combinaison de tout ça qui rend, voilà. Et puis, au moment où tu dis, bon, allez, aujourd'hui, ça passe, il commence à pleuvoir la nuit, tu dis, non, c'est possible, pas ça, pas aujourd'hui. S'il te plaît pas, tout, mais pas ça. Et en fait, t'es pas maître de ton destin, de ce qui se passe, tu vois. La fin, l'épreuve, le machin. Puis il y a des épreuves où tu perds à cause de quelqu'un et il y avait un repas et tu as envie de tuer tout le monde parce que tu te dis, mais non, il était pour nous. On l'a Ah, c'est trop ça. gagné, la première épreuve, on la gagne et on est disqualifié parce que une des aventurières dans mon équipe, sur un parcours, était passée en dessous au lieu d'au-dessus d'un obstacle. Ça changeait rien hein, à l'issue de l'épreuve, mais on se fait éliminer. Mais c'est dur là, quand tu dois regarder quelqu'un et que enfin, tu vois, l'erreur a privé toute une équipe d'un repas. Ou c'était pas un repas, c'était un toit, un toit étanche. C'est dur, tu vois, c'est dur. D'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est elle qui a été éliminée derrière parce que voilà, tu peux pas pardonner, c'est trop, c'est vital, tu vois, c'est la survie. Hmm. On n'est plus là pour rigoler, quoi. Ouais, c'est très très intéressant, c'est vrai. Et je vois que tu es passionné, c'est normal, tu l'as vécu et tout, et c'est extraordinaire. Euh, Finalement, ça se rejoint très 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 semblablement en fait à l'armée, tout simplement. C'est à l'armée, il y a pas de cadeau parce que même si ta bouteille, on te dit de la remplir en entier parce que et que tu la remplis juste là, mais tu vas en baver, tu vas en chier parce que tu peux mettre le péril de toute l'équipe avec ça. Exactement. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et pour rebondir avec ça, selon toi, les personnes que tu as vues qui ont fait koh avec toi et puis d'autres que tu as côtoyés, les gens qui ont gagné quelque part, est-ce que ce sont des gens qui quelque part ont des qualités physiques, mentales similaires? Non, non, parce que honnêtement, si tu prends tous les gagnants, donc attends, il y a gagnants et on va dire les trois derniers, parce qu'après ça se joue à pas grand-chose, c'est sur une histoire de vote. Ouais. Mais voilà, la poignée. Et tu prends tous les profils, non. Par contre, ce qui est sûr et certain, mais ça c'est impossible autrement, si t'as pas un gros mental, tu peux pas aller au bout. C'est pas possible. Parce que hier, dans l'épisode d'hier, il y a un abandon. Pourtant, tu dis, il y a 30 000 personnes, le gars s'est préparé, il est chaud et il abandonne après 4-5 jours. Tellement pour te dire à quel point c'est difficile. Dans ma saison aussi, il y a eu des abandons. Mais ou tu abandonnes, ou tu deviens exécrable et invivable et tu te fais éliminer. Mais donc, pour aller au bout, il faut un mental de fer. Il faut un mental d'acier. Il faut vraiment avoir. Donc, ce que tous ces gens ont en commun, c'est qu'ils sont costauds. C'est costaud. Et puis, il y a les épreuves. Tu peux pas être nul sur toutes les épreuves et arriver à part. Voilà, c'est ça. Arriver parce qu'il y a des faits de jeu, tu vois, Hmm. par exemple, qu'on pense qu'ils sont pas dangereux parce que justement, ils sont pas très forts sur papier et il passe un petit peu entre les mailles du filet et puis à la fin, bim bam boum, il se passe quelque chose et voilà, il se retrouve sur les poteaux ou même gagnant en se disant oh, putain merde lui on l'avait un peu oublié, et il s'est fait juste oublier comme il fallait
Et à la fin, il surgit de nulle part. Et tu dis merde, lui, on aurait peut-être dû penser avant à l'éliminer. Mais quand même, il faut un mental d'acier parce que juste tenir 40 ou 42 jours, ça dépend les saisons. Tenir 40 jours dans ces conditions, perdre, moi je te dis, j'ai perdu 16 kilos, donc on va dire moi j'ai perdu beaucoup, mais en moyenne, on perd 12-13 kilos sur l'aventure. C'est 13 kilos c'est pas un régime, hein, c'est 13 kilos voilà, c'est la nature, c'est la vie qui te les prend sans que tu as envie, tu vois, tu penses non-stop à manger, à tout ça. Et du coup, c'est dur, c'est violent. Et un truc que je dis toujours à tout le monde, c'est tellement plus dur en vrai qu'à la télé. À la télé, je vais te donner un exemple. Tu vois dans les épisodes qui sont passés, tu vois, ah, il a plu cette nuit, tu manges tes chips, tu regardes la télé, ça va, il a plu la nuit, et voilà. Sauf qu'en vrai, il faut faire une petite parenthèse, cette nuit-là, c'est la pire nuit de ta vie. Tu savoir que tout le monde est déjà resté dehors sous la pluie. Si tu restes 3 minutes sous la pluie, ta vie, tu remets toute ta vie en question, puisque tu es trempé, tu es malade, tu vois. Mais imagine quand une nuit, elle dure 10 heures, et que tu dors pas, et que tu as faim, et que tu n'as pas dormi la nuit d'avant, et que tu es fatigué, et que tu es mal. Il y en a qui essayaient quand même de dormir par terre, ils avaient de l'eau, tu vois. Tu te rends pas compte. Et en fait, ce que tu vois comme ça dans un épisode, tu te dis, tiens, il a plu cette nuit. Non, non, c'est pas ça qui s'est passé. Ils viennent de vivre la nuit la plus compliquée que toi, tu n'as certainement jamais vécue dans ta vie, parce que c'est inhumain. Personne au monde ne reste sous la pluie toute une nuit, tu vois. Mm. Tu as déjà joué, tu as déjà fait du sport. Quand tu restes 1 heure sous la pluie, tu es mouillé, il te faut une douche, il te faut plusieurs heures pour t'en remettre, tu sais, pour te réchauffer et tout. Mais le matin, tu reçois pas un essuie à koh. Le matin, quand il a plu toute la nuit, tes vêtements sont mouillés. Donc, même en été, quand tu mets un t-shirt propre, là, tu vois, mais qui est un peu mouillé, c'est pas bien. T'es là, ah, alors imagine quand tu mets des vêtements qui puent le mois parce qu'ils sont restés toute la nuit par terre, qui sont trempés. Donc, tout est tellement dur, en fait, et on s'en rend pas compte. Même les épreuves, hein, si tu regardes bien, moi, je me souviens d'une épreuve, on est Mm. précédé d'une corde, mais à un moment donné, on est descendu à 12 mètres chercher des remontas. Donc, tu as une corde, mais 12 mètres. Tu vas à la piscine municipale, le plus profond, c'est 3 mètres. Hein. Essaye déjà d'aller toucher 3 mètres. Et puis, dis-toi, non, non, 12 mètres. T'as un professionnel qui nous explique qu'en descendant, il faut déboucher le nez, sinon tu te pètes les tympans, tu vois. Si tu le fais pas, t'es mort, quoi. Donc, on t'explique ça, tu dis, attends, mais comment moi je vais descendre à 12 mètres, tu vois. Mais il faut se dire, tu descends à 12 mètres, mais ça fait 20 jours d'aventure, tu as déjà perdu 10 kilos, tu pas dormi, t'es pas bien. Que même dans des conditions où tu es en top forme, tu dis, attends, oh, je sais pas si j'y vais. Donc, tu vois, c'est tout l'environnement qui est autour qui est très, très, très compliqué. C'est Mm. pas seulement une épreuve, une nuit, un machin, tu vois, faut tout additionner. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière, tu vois, c'est de plus en plus dur. Donc, ce que tu vois maintenant, puis truc, et Mm. très, très chaud. Très chaud. Ah, en tout cas, c'est très, très intéressant sur le dépassement de soi et de ce qu'on est capable aussi. De ce qu'on est capable, parce que je pense que tous les gens qui le font, comme tu l'as dit, sont des gens qui sont motivés, sont des gens où il y a eu des castings. Euh, et c'est que ça permet aussi de voir qu'on est tous différents, tu vois. Bien Au sûr. début, tout le monde dit, tout le monde dit, mais que ce qui est possible, on va dire que tout est possible, oui, mais on n'a peut-être pas aussi les mêmes possibilités, les mêmes capacités en temps voulu. Et juste pour terminer avec ça, Sandro, pour toi, dans quel état d'esprit tu te prépares? Est-ce que tu es en mode militaire? Est-ce que tu es en mode stratégie? De se dire, bon, ben, je vais tout donner, par exemple, dans les épreuves, m'envoyer, mais après, peut-être, je vais rester tranquille, je vais m'économiser. Comment tu vois le truc? Est-ce que tu vois l'aventure avec force ou est-ce que tu essayes de prendre du plaisir dans cette aventure? C'est une très 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 bonne question qu'on me pose très rarement. En fait, le problème, c'est que l'état d'esprit dans lequel tu vas le garder un petit temps, quelques jours, mais à un Hmm. moment donné, l'aventure, elle est difficile et lourde et longue. C'est difficile d'avoir une stratégie et de la garder pendant 40 jours dans ces conditions-là. Donc en fait, tu t'adaptes, tu vois. Donc moi, j'étais effectivement fort préparé, épreuve, etc. Sauf que très vite, tu te rends compte que ce sont des épreuves. Donc, on était 3 équipes dans ma saison. Tu te rends compte que ce sont des épreuves de groupe. Donc, il n'y a pas seulement la force physique. C'est pas tout seul, je veux faire un marathon et voilà, je suis plus. Non, ça marche pas comme ça. Il y a de la logique, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a de la nage, il y a tu vois, de la réflexion. Donc, et puis, comme je te dis, avec la faim, le sommeil, t'es altéré, tu sais pas. Tu vas dire, ouais, je vais être gentil avec tout le monde, mais dors pas, mange pas. Est-ce que tu vas pas devenir un peu fou ou au contraire, tu Coup as de hache. voilà. Après, moi, le seul truc très fier et très content de mon aventure, même si ça m'a coûté, je pense, mon élimination,
C'est que moi, j'ai su rester, je suis fier de mon aventure parce que j'étais moi-même et j'ai vécu l'aventure que je voulais vivre. Tu vois, je me suis pas planqué. C'était ma hantise en fait. J'avais peur de faire un Koh-Lanta un peu Hmm. planqué pour dire allez, lui, il se fait oublier, il est gentil et revenir être éliminé avec des regrets, dire oh, mais j'ai pas montré tout ce que je savais faire, j'ai Hmm. pas eu ma tchatch. Moi, je suis très joueur, tu vois, je joue au poker, j'aime bien le bluff et tout. Donc, je fais un ou deux bluffs qui fonctionnent assez bien dans le jeu. Alors, ok, ça m'a coûté ma place, mais je suis revenu en me regardant dans un miroir en me disant voilà, moi j'étais moi-même. Ça plaît pas, mais j'étais moi-même. J'en connais quand même beaucoup qui ont fait Koh et qui sont un peu planqués, puis après ils disent ouais, mais on m'a pas beaucoup vu. Et puis on dit ouais, mais frérot, il fallait prendre les devants, il faut prendre des décisions, il faut être leader, il faut bouger si tu veux qu'on te voit. Hmm. Moi, on m'a beaucoup vu dans ma saison. De nouveau, j'ai plu à certains, j'ai déplu à d'autres. Je l'assume. Mais j'étais moi-même. Et donc, mon état d'esprit, c'était surtout celui-là. C'était de dire, voilà, je sais comment je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Mais je veux que mon aventure, elle me ressemble, tu vois. Et si à un moment donné, je me dis, je le fais pas, le bluff, dans la vraie vie, je l'aurais fait, tu vois, j'aurais été joueur, mais je l'ai fait. Et du coup, ça, à ce niveau-là, je peux pas avoir de regrets. Donc, j'ai aucun regret sur mon aventure. Je suis éliminé pourtant Hmm. avec un Très collier, intéressant. un joker, tu vois. Mais même ça, j'ai pas de regrets parce que c'était moi, il fallait que j'étais au bout de ce que j'étais dans mon aventure et voilà, moi j'ai cette chance de pouvoir dire j'ai vécu une aventure pleine, j'étais moi-même, tu peux regarder mes épisodes, c'est moi, tu vois, c'est pas une forme de moi un peu introverti où je me suis planqué, ma stratégie c'était de me faire oublier, d'être tout gentil avec tout le monde. Non non, j'étais moi-même dès le premier épisode. Ça s'est bien passé, j'ai fait une belle aventure. J'étais assez plus ou moins loin. Et je me fais éliminer, comme je te dis, avec un collier. Donc j'avais un joker pour rester un épisode de plus. Je ne l'ai pas joué en espérant, tu vois, blablabla. On me l'a mis un peu à l'envers à ce moment-là, enfin, soit. Mais je pense que le plus important des états d'esprit, c'est ça. Parce que tu as beau dire, j'y vais en mode machine de guerre. Mais frérot, il faut pas oublier que dans Koh si tu es trop, 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 trop fort et que tu le montres, à un moment donné, les autres. Hmm. Attends, où tu vas, toi? Où tu vas? Viens ici, mon grand. Et donc, voilà. C'est ça, les gens, ils pensent, c'est pas les Jeux Olympiques, tu vois. Tu parlais de l'armée, on n'est pas là. Hmm. C'est une aventure humaine, stratégique, Yes. de survie et sportive. Il faut trouver le bon compromis entre tout ça. Le gars qui arrive comme toi, là, on le voit arriver et qui commence à gagner toutes les épreuves, le jour où il n'en gagne pas une, bah, tu peux être sûr que Hmm. ciao ton aventure. Ah ouais, frérot, les autres, il y a 100 000 euros à gagner. Hein. Il y a un titre de Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est pas. vrai. Donc il faut trouver la bonne subtilité entre la stratégie, les alliances, le côté sportif, Hmm. la survie. Le gars qui ramène du poisson tous les jours, tu as moins envie de l'éliminer que le gars qui, comme tu vois, le champion qui gagne toutes les épreuves et qui prend tous les conforts. Peut-être qu'à un moment, hein, il est plus embêtant que le gars qui ramène du poisson et qui est pas trop dangereux, mais qui est sympa. Enfin, tu vois, il y a tout un. Yes. C'est très complexe. C'est très complexe. Ah, en tout cas, c'est très intéressant et notamment pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de qualités humaines aussi. Et je pense, comme tu l'as dit, euh, ça reste un jeu. Un jeu, c'est un jeu. Mais je pense que le meilleur moyen que ce soit, et la vie, c'est un jeu finalement. La vie en général, notre vie est un jeu. Et ceux qui ont créé koh vraiment, ce sont des tronches et ils se sont posés des putains de questions pour en amener là, en arriver là. Et le meilleur moyen, comme tu as dit, c'est tout simplement ne pas avoir de regrets. Si je fais quelque chose, ben autant que je le fasse avec tout ce que j'ai, avec moi-même, et ben t'es éliminé 5 jours, c'est bien, tu fais 30 jours, c'est bien, tu fais la fin, c'est bien, mais au moins t'as kiffé, quoi. Ah, parce que le pire, c'est ça, c'est d'avoir des regrets. Enfin, moi, je te parle pas seulement de l'aventure, mais dans tout. Si tu te dis, Hmm. bien de faire un truc, tu l'as pas fait à fond et après tu regrettes. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me boufferait la vie et le cerveau. Je pourrais pas vivre avec ça. Et l'aventure koh voilà, tu sais que ça se présente pas 10 fois dans une vie. Déjà, si tu le vis une fois, c'est extraordinaire. On n'est pas beaucoup, on n'est qu'une poignée hein, à l'avoir fait dans. Et pourtant, il y en a eu, ça fait. Ça, voilà. Mais c'était les 20 ans cette année, enfin l'année passée, hein, c'était les 20 ans de koh il y a eu beaucoup de saisons, etc. Mais on est très peu finalement hein, quand tu vois le nombre de personnes qui s'inscrivent, qui viennent de plusieurs pays, etc. Et la pire des choses, c'est ça, c'est de pas vivre l'aventure à fond. Et c'est à l'image de la vie, où tu le fais à fond, ou tu le fais pas. Magnifique. Et une question que j'avais posée aussi à une personne qui a fait koh parce que c'est peut-être quelque chose qu'on te demande souvent, comment on fait pour être pris à koh Et elle avait justement dit que d'être soi en fait, tout simplement. Comment toi tu t'es présenté pour être prêt un petit peu pour koh Alors ça c'est marrant, c'est vraiment la question tous les jours, tous les jours, tous les jours je C'est reçois. pour ça que je te la pose, comme ça tu peux t'exprimer sur Ah, ça.
expliquer un truc très simple. De nouveau, c'est mathématique. Si 30 000 personnes écrivent, il y a tous les profils. Tous les profils sont pris. Donc ça sert à rien de vouloir jouer le super-héros, de vouloir jouer le gentil. Il faut être soi-même, puisque ça marche pas. Et en plus, franchement, les casteurs, c'est pas des gamins, tu vois. Faut pas, dès qu'ils voient que t'es pas sincère, que t'es pas toi-même, que t'es pas à fond dans ta personnalité, t'es direct dégagé. Direct, tu vois, si tu commences à baratiner ou t'es pas toi-même. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des profils sincères, des gens motivés. Donc, en gros, Hmm. elle a raison. Je pense que c'est Christelle qui a dit ça. Il faut être soi-même et à fond. Montrer que t'en veux et que tu crois en toi. Ok? On t'a pas demandé d'être le plus grand, le plus beau, le plus fort parce que c'est pas une émission où on met les plus grands, les plus beaux, les plus forts. On met des gens qui ont une personnalité, un certain charisme, qui croient en eux et qui sont motivés à 2000%. Parce que la hantise de la prod, c'est les gens qui abandonnent. Ils savent que c'est tellement dur. On peut pas envoyer des gens qui sont, je ne veux pas dire faibles, parce que c'est pas ça, mais faibles d'esprit. Je vais dire ça comme ça. Tu peux pas envoyer des gens qui en veulent pas. Hmm. Il faut avoir les crocs. Après, que tu sois super sportif, super malin, super beau, tout ce que tu veux, les femmes, il y a des sportives, il y a tout. Il y a la ménagère de 45 ans qui n'a jamais fait de sport, il y a la jolie fille, il y a pas de profil. Tu vois, donc ça sert à rien de vouloir jouer le rôle d'un autre parce qu'il est déjà pris. Donc, soit toi-même, soit à fond, montre que tu es motivé et dis-toi que c'est, comme tu le disais tantôt, il y a très très peu de place. Donc moi j'ai des gens, ils écrivent une lettre et s'ils sont pas appelés, ils sont en angoisse, ils m'envoient des messages, je dis frérot, calme-toi. Si on t'appelle, c'est du bonus, mais c'est normal qu'on n'appelle pas, tu vois, quand il y a autant de monde, ben, du coup c'est compliqué. Et après, il y a un petit brin de chance, on va pas se mentir. Quand tu écris ta première lettre, il y a le petit mot qui va peut-être ce jour-là toucher un peu plus un casteur qui lit ta lettre et qui se dit, je sais pas, il y a peut-être quelque chose, on va appeler ce gars parce que voilà. Et puis, moi, je suis persuadé que mes castings, je la ferais 10 fois, je serais peut-être pas pris 10 fois, tu vois. Pourtant, je suis la Hmm. personne. Il y a ce petit jour où, tu vois, tu commences pas. Ouais, Et dans un bon jour, ça passe c'est bien. ça. Et voilà, il faut être à fond et croire en soi. Moi, c'est mon. Voilà, il faut croire en soi puisque il n'y a pas de profil. On t'a pas demandé d'être le meilleur, le plus fort. On te demande d'être toi-même et de l'être à 2000% et montrer que t'en veux. Et donc voilà, il faut écrire sa lettre en mettant ses tripes et en disant voilà, si tu Hmm. fatalement essaie d'être un peu original, essaye d'expliquer si tu as un moment de ton vécu où tu as une belle histoire, ben raconte-le, il faut un peu s'ouvrir, tu vois, il faut Bien sûr. ouais, voilà. Excellent. Et une question qui me vient, après je te laisse tranquille parce que le temps est précieux, ça fait un petit moment déjà qu'on est ensemble, mais c'est très passionnant. Est-ce que tu as la peur? Et j'imagine que même si, bon, allez, non, si je dis Mycon, c'est sûr que non. Pour lui, c'est un jardin peut-être. Mais pour la plupart des communs des mortels qui ont peut-être pas des aventuriers de survie, ok, tout simplement, est-ce que quelque part tu as la peur de ne pas être à la hauteur? Et bien sûr. Alors la première hantise de tout le monde, c'est d'être éliminé le premier. Hmm. Parce que même si c'est un privilège, un honneur et que c'est très compliqué d'être pris, etc., il y a ce petit côté, voilà, dans ton amour propre, être éliminé le premier. Après, il y a ne pas être à l'auteur, mais bien évidemment. Bien évidemment, tu pars dans l'inconnu, tu sais pas ce que ça peut donner, ben fatalement, tu te dis, voilà, si je me tape la honte, si ça va pas, cette pression que tu te mets parce que tu dis après Hmm. ça avec mes proches, ma famille, ma femme, ma mère qui est fan de koh t'as peur de décevoir. Tu dis, tu vois, quand tu pars, tes proches ils sont en pleurs et allez, allez, tel meilleur, tel meilleur, tel meilleur, vas-y. Tu dis, je peux pas être éliminé dans les premiers, je peux pas les décevoir, je peux pas lâcher la corde, je peux pas lâcher ça. Donc c'est très 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 compliqué parce que voilà, il y a une dimension, tu le fais pour toi, mais tu sais que derrière, tu as des gens qui te soutiennent. Puis tu sais aussi, par exemple, il y a eu un abandon hier, tu vois, je voyais dans les commentaires, et quelque part c'est vrai, tu as les gens qui se disent, putain, mais il y a 30 000 personnes qui étaient prêtes à tuer pour y aller, et t'as un gars, il va, il abandonne, quoi. Tu vois, il a pris la place de quelqu'un qui aurait peut-être été jusqu'au bout de son effort et de son mental. Du coup, voilà, Hmm. tu as une pression que tu peux pas renier parce que, voilà, déjà toi-même, tu t'embarques dans un truc de fou, tu vois, koh tu sais, c'est 5, 6, 7 millions de téléspectateurs chaque vendredi, ou mardi maintenant, mais c'est 14 épisodes. Donc ça en fait des millions de personnes qui vont te regarder, plus tes proches, ta famille. Moi j'ai un petit bout, tu vois, je vais lui montrer les DVD, enfin les images sur YouTube dans quelques années, à mon avis, tu vois. Et tu te dis, tu vis l'aventure pour toi, mais indirectement, tu la vis aussi pour d'autres personnes qui t'encouragent et qui te soutiennent. Tu peux pas te planter, tu peux pas. Tu dois aller au bout et tu peux pas avoir de regrets. Hmm. Vraiment, au moins avoir tout donné. Ça, c'est le minimum. Hmm. Et ce qui est Tant que tu tombes pas, pour toi, tu pars. Ce que j'entends, c'est
voilà, tant que tu tombes pas, qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, je continue. Obligé. Il y a pas le choix. Ouais. Pas, t'es pas à l'entraînement, t'es pas, là c'est la compète, quoi. Tu vois, et de nouveau, cette pression, tu l'as parce que, d'office, tu vois les caméras, puis tu penses à ta famille, parce que tu fais que ça là-bas, tu penses à tes proches, etc. Tu te dis ça, on va le regarder ensemble, l'épisode. Donc chaque moment, tu dis c'est susceptible d'être montré, donc je peux pas craquer, je peux pas lâcher, je peux pas. Sauf que voilà, c'est tellement difficile que tenter de lâcher, de craquer, mais tu peux pas parce que ouais, t'as une sorte de pression que tu te mets à toi-même et qu'en même temps d'autres t'ont mis, on va dire, et tu peux pas. Mais d'un autre côté, tant mieux parce que c'est une Hmm. passion. Et des fois là-bas, t'en as besoin, clairement. Excellent, excellent. Allez, dernière question par rapport à ça, après je te laisse. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement l'équipe. C'est parce que on arrive, on ne se connaît pas, on connaît pas les gens. Tout ce que tu as dit, on comprend qu'il y a une énorme pression où chacun quelque part a envie mais d'avancer, de se montrer, d'exister, voilà, chacun arrive avec ses intentions. Quel est le climat? J'imagine que chaque équipe, chaque aventure, c'est différent, bien évidemment, mais quel est le climat? Est-ce que c'est un climat, parce que voilà, ce qu'on nous montre aussi, c'est que des extraits, hein, mais est-ce que c'est quand même, on est solidaire, on est ensemble, ou est-ce que ça se tire dans les pattes, ou est-ce que comment ça se passe? Ou est-ce que ça se détériore avec le temps, du moins par rapport à ton expérience? Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu l'as dit, donc au début de chaque épisode, Denis le dit, à la fin, il n'en restera qu'un. Sauf qu'on commence dans des équipes. Donc tu sais qu'au début, tu vas batailler en équipe, mais qu'à un moment, ce sera chacun pour soi. Donc d'office, tu as déjà ce climat. Mais l'aventure est tellement compliquée que c'est la survie. Donc au début, tu crées une famille, tu es obligé. Quand il fait froid la nuit, il faut se serrer. Et c'est grâce aux autres que tu tiens le coup. Quand l'un va chercher de l'eau, l'autre fait la cabane, l'autre essaie de trouver à manger, l'autre. Voilà. Là, on parle plus d'équipe en mode on tape le ballon. On parle d'équipe en mode on survit. Donc ce que moi je Hmm. impact sur ta survie. Donc, au début, les liens qui se créent sont très, 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 très forts. Et ça, c'est jusqu'à la réunification. La réunification, c'est au milieu de l'aventure, quand tout le monde se remet ensemble et c'est chacun pour soi. Et là commence le jeu de est-ce que les alliances du début, j'ai passé des bons moments et je les garde, ou est-ce que je crée de nouvelles alliances, ou au contraire, lui m'a saoulé, je vais lui mettre à l'envers, et c'est là que le jeu devient vraiment, vraiment intéressant. Et puis, tu sais moins te planquer, parce qu'en équipe, si tu as une super équipe, tu peux avoir des super résultats, mais quand c'est chacun pour soi et que tu vois des monstres autour de toi, tu te dis, ah ouais, là, c'est autre chose, tu vois. Et du coup, voilà, c'est compliqué. Comme tu dis, il n'y a pas de règle. Donc là, tu me poses une question, je ne sais même pas te répondre. Il y en a qui vont détester leur propre équipe et directement, tu vois, tenter de bifurquer vers autre chose, vers une autre stratégie. T'en as qui vont, et c'est mon cas, par exemple, Hmm. avec qui je suis en contact, pas dire tous les jours, mais quasiment, alors que j'ai vécu l'aventure avec eux il y a 5 ans, on a vécu, on est dans la même équipe, et tu vois, ça a créé c'est bizarre à voir quand tu le vois à la télé, mais en vrai, quand tu vis ça, Bien sûr. c'est des aventures parce que tu vois, là-bas, tu es coupé du monde, t'as pas de portable, t'as rien. Donc, la vie, c'est quoi? C'est s'expliquer nos vies autour d'un feu. Donc, ce qu'on fait là, toi et moi, ben, on fait ça pendant 30 jours, tous les jours, tous les jours. Tu connais. Et en fait, tu te rends compte que dans la vraie vie, tu prends pas le temps. T'as pas le temps. Hmm. T'as pas le temps d'écouter, de parler avec les gens. Tu as des collègues avec qui tu travailles depuis 10 piges. Tu connais rien d'eux, en fait. Tu sais ouais, qu'il est marié, qu'il a des enfants, mais je veux dire, tu n'as pas pris le temps. Et là, autour d'un feu, tu as des inconnus qui se disent, bon, bah, tu fais quoi dans la vie? As des enfants? Ah, bah, attends, j'ai une histoire. Bah, vas-y, j'ai le temps, hein, frérot. J'ai, donc, vas-y, j'ai 10 heures, là, tu peux m'expliquer. Et tu crées comme ça des Hmm. liens d'une intensité. Et puis voilà, quand tu vis des galères communes, fatalement, c'est Forcément. de bâtard, tu vois. Mais Ça, aussi, ça peut déchirer parce que quand tu t'entends pas sur un camp, alors qu'on est censé survivre ou que tu te fais trahir, pendant une vie, tu peux ne jamais pardonner à la personne, quoi. Et depuis qu'on se parle, il y en a plein qui m'ont parlé de certains moments de mon aventure. Je vais pas revenir maintenant dessus, mais c'est marrant parce que voilà, ça reste un jeu, mais il y a quand même des amitiés qui se créent. T'as quand même des gens qui se hmm. parleront plus parce que voilà, il y avait un rêve. Ils Et se sont ainsi trahis. Ouais, c'est ça. voilà. Après, moi, je reste très correct. Je suis pas fâché ni en guerre, tu vois. Hmm. C'est sûr qu'il y a des gens avec qui tu partiras pas en vacances. Donc t'as pas spécialement envie d'inviter chez toi, à la maison, au resto. Puis voilà, on est potes vite fait de loin, on a vécu une aventure ensemble, mais Hmm. t'en as d'autres, c'est comme des frères, tu vois. Alors qu'ils Ouais, je comprends. J'en ai un, par exemple, il habite à Toulouse. Là, tu m'as dit que t'es dans ce coin-là. Il est dans le Gers. C'est comme un frère, tu vois. Yes. On a vécu une aventure de fou.
Et voilà, il y en a d'autres, hein, Paris, enfin, j'en ai plein d'autres. J'ai plusieurs aventuriers de ma saison qui se sont connectés pendant cette petite interview et à qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Et voilà, on a vécu des trucs de dingue. C'est ça, j'en suis persuadé. Même si c'est différent, mais le rugby, c'est aussi quelque chose qui correspond un peu à ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments très difficiles, il y a des moments de joie. Et plus tu es ensemble, plus tu es serré, plus il y a des moments durs et ça crée aussi des relations exceptionnelles. Et oui, c'est un jeu, ça reste un jeu et je pense que c'est ça qui est très très intense. Ça reste un jeu, mais aussi c'est aussi le reflet de la vie. Donc il y a une double façon de voir les choses et puis dans tous les cas dans la vie on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et je pense que les choses après se font un peu naturellement, hein. Si toi t'es quelqu'un de vrai, tu vas être attiré par ces gens-là. Et pour terminer, pour faire le transfert avec ta vie, Sandro, qu'est-ce que ça t'a apporté rapidement? Ok, qu'est-ce que ça t'a apporté koh quand tu es parti, quand tu as fait koh quand tu es revenu, est-ce que c'était le même Sandro? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour la suite? Tu sais pas vivre l'aventure à fond et revenir et être le même, c'est impossible. Parce que tu vis des choses tellement hors du commun que d'office ça te touche sur certains points. Et la plupart des gens qui font koh et qui reviennent, euh, faut savoir aussi que c'est une aventure où tu reprends ta vie après. Moi j'ai changé. Oui, attends, petit souci technique. Je dis moi j'ai changé de vie parce que voilà, j'ai eu un bébé après, mais bon, c'est la vie, c'est pas koh qui a fait que j'ai eu un bébé après. Hmm. J'ai changé de boulot, peut-être ça s'est influencé. Mais je veux dire, tu reprends le fil de ta vie et tu es toujours avant diffusion. Donc tu vois, je suis retourné au boulot comme si de rien n'était, j'avais maigri, tout le monde pensait que quand je suis revenu, j'avais repris un peu de poids, mais j'étais à moins 10 kilos. Donc tout le monde dit, il a une maladie, celui-là, il est pas bien, il est dégueulasse, il fait peur à voir. Mais tu reprends ta petite vie, pas ton petit train-train. Mais par contre, tu es fondamentalement changé parce que ouais, tu te rends compte qu'il y a des choses. En fait, quand tu es dans le trou, tu te rends compte qu'il y a des choses qui te manquent et il y a des choses qui te manquent pas du tout. Et donc, il y a des Hmm. choses dans la vie. Je vais te donner un exemple très bête et très simple. Ça peut paraître très bateau ce que je vais te dire, hein. Ça peut paraître le discours du gros connard facile, tu vois. Mais par exemple, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un toit et un frigo rempli. Hmm. On se rend pas compte. Moi, quand je vois quelqu'un dans la rue, je peux pas passer à côté, ne pas lui donner ou pas l'aider ou quoi que ce soit, ou lui prendre à manger. Parce que j'ai connu la faim, j'ai connu les nuits difficiles, tu dors dehors. Alors, Tout à fait. dans le cadre d'un jeu, et c'était mon choix de le faire. Donc, il y a des gens, c'est leur vie, tu vois. Et tu te rends compte à quel point avoir une maison, du chauffage, un toit, un frigo, ouvrir un robinet qui a de l'eau qui coule, avoir à manger, avoir accès à plein de choses, c'est tellement important. Mais de nos jours, c'est pas important. Ce qui est important, c'est un portable, d'avoir de la batterie, tu vois. Et en fait, ça, tu t'en fous quand tu es là-bas. Tu vois, tu te rends compte en fait que tes priorités ici, c'est pas les mêmes que quand tu es dans le trou et que tu n'as personne autour de toi. Ta famille aussi, passer du temps avec ta famille, etc. Parce que quand tu es là-bas, tu es prêt à te couper un doigt pour passer 2 minutes au téléphone avec tes proches, tu vois. Alors qu'ici, des fois, tu n'as pas le temps. Tu dis, ah, j'ai pas le temps de l'appeler, j'appelle demain ma mère parce que j'ai pas eu le temps. Et tu dis, mais non. Et en fait, tu vois, des fois, hier, ma petite sœur, elle s'est connectée quelques fois, elle m'a envoyé des petits cœurs là. Des fois, tu te Hmm. prends pas le temps et que tu donnes pas la vraie valeur à certaines choses et à certaines personnes. Et que parfois tu attaches beaucoup d'importance à certaines personnes, mais quand tu étais là-bas, tu n'as même pas pensé à eux, tu vois. Et tu accordes plus de temps et plus d'énergie parfois à des personnes qui, au final, quand tu étais vraiment dans le dur, c'est pas eux que tu pensais. Et voilà. Hmm. C'est juste un peu l'église au milieu du village, tu vois. Excellent. Excellent. C'est magnifique ce que tu as partagé. Magnifique. Euh, je pense, quand on est tellement plongé dans une situation comme ça, comme tu le dis, je l'ai voulu, mais on ne sait pas ce qui va nous attendre. Et c'est aussi un peu la vie. Des fois, on prend des décisions. Et moi, je me rappelle à 22 ans que je suis parti à l'autre bout du monde, en Australie, je savais pas parler anglais, rien, je savais pas ce qu'il allait m'attendre, je savais pas pris de billet retour. Mais tu connais ça aussi. C'est-à-dire que tu connais l'essentiel, tu connais que peut-être t'as pas de toi, même si c'est un degré différent, mais ça permet de se rendre compte de certaines choses, de certaines valeurs de priorité qui sont en premier pour nous. Et je pense que ça nous rend plus humains aussi. En tout cas, Sandro, ce que tu as partagé, c'était extraordinaire. Ça m'a passionné. Je vais te laisser tranquille parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Mais je laisserai le replay. Je partagerai sur YouTube aussi vraiment cette entrevue magnifique. Je vais te laisser le mot de la fin, Sandro. Et je vais te laisser parler ce que tu veux. J'ai juste une dernière question à te poser. Après, je te laisse t'expliquer. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Comme tu dis, tu fais plein de choses incroyables.
Tu as vécu des choses extraordinaires et tu vas en vivre encore plein. On va dire que tu vis jusqu'à 120 ans parce que tu es un aventurier, tu es plein d'énergie, de feu, tu réalises tous tes rêves, tes projets pour toi, ta famille, etc. Et avant de partir, on te dit, bah, écoute Sandro, tu sais que tu peux rien prendre avec toi. Par contre, tu peux laisser qu'une seule chose. Tu peux laisser une seule phrase ou un seul mot dans ce monde où il y aura ton nom, ton prénom gravé. Quelle phrase t'aimerais laisser graver? Ouf, tu vas loin là dans. Tu me prends par les tripes là, hein. Tu me prends. Je sais pas, alors là, tu me prends un peu à froid, mais s'il y a un truc que je devrais laisser, ce serait pour ma fille. Un mot pour ma fille, en disant, parce que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est la plus belle des aventures. Je pourrais te parler pendant des heures de koh, mais je pourrais te parler pendant Hmm. une vie de ma fille. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Et je dirais ça, et principalement pour ma fille. Et c'est ce que j'espère pouvoir lui offrir, qu'elle puisse vivre vraiment ses rêves à fond. Et on ne doit pas tous avoir des rêves d'aventure ou de vouloir un château ou quoi qu'est-ce, mais juste aller au bout de ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Je pense que moi, c'est mon leitmotiv dans la vie. C'est de me dire, voilà, si c'est de ça que je rêve, ben, je me donnerai les moyens d'y arriver. Et chacun, je pense, doit se dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais vivre comme moment, comme voyage, comme, je sais pas, comme aventure, et aller au bout de ses rêves et se donner les moyens. Et pas se contenter de quelque chose, tu vois. Et Hmm. on ne doit pas tous avoir des rêves de folie, hein, mais des petites choses. Mais juste, voilà, aller au bout de ses rêves et aller au bout de ses convictions, je pense que c'est ce que les gens devraient tous penser. C'est ce que j'aimerais enfin, laisser à ma fille ou apprendre à ma fille de dire, voilà, fais tout ce que tu veux, mais fais-le à fond. Et va jusqu'au bout. Magnifique. Magnifique, Sandro. Ben, c'est très beau ce que tu as partagé. Je te rejoins à 200%. C'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de live, ce genre d'interview pour redonner. Parce que toi comme moi, tu le sais que les gens autour de nous sont importants. Il y a des gens qui nous aiment pas, il y a des gens qui nous permettent de grandir, de changer, parfois de prendre conscience de choses. Et merci pour tout ce que tu as partagé. C'était magnifique. Très heureux d'avoir fait ta connaissance. Vraiment, tu es une super personne. J'adore. Plein d'énergie et de sincérité. Merci beaucoup. Et puis, merci aux amis qui sont passés par là aussi. Merci pour vos messages que vous avez partagés. Et puis, Sandro, Et ouais, vas-y. à toi, parce que Ouais, pardon. j'ai découvert ton travail et tout ce que tu fais, et je sais que tu le fais vraiment pour aider les gens, et que tu n'as peut-être pas grand chose à gagner derrière, tu le fais vraiment de manière généreuse, parce que j'ai analysé tout ce que tu fais, ça te prend un temps de malade, je pense que la moitié ou trois quarts de tes journées sont consacrées à préparer, à faire tout ça, il y a tout le travail qu'il y a derrière, et donc je voulais te remercier et dire aux gens que tu n'as pas grand-chose à gagner en faisant ça, à part offrir Hmm. aux gens des messages et d'essayer de motiver les gens et d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je voulais le souligner que tu étais quelqu'un aussi de très, très, très généreux et que c'est pas souvent le cas. Souvent, les gens ont des attentes derrière, mais tu prends le temps pour les gens et voilà, voilà, propre. Très bien. Très jeune. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Comme je te disais tout à l'heure en privé, hein, moi, ce qui m'a sauvé, c'est justement d'avoir rencontré certaines personnes et eux n'attendaient rien. Ils avaient rien à gagner non plus. Je ne savais pas qu'un jour je serais coach. Et comme je dis toujours, quand on se lance dans un métier vraiment d'accompagner les autres, enfin, du moins d'essayer de vouloir accompagner, d'amener quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est la vie, c'est la destinée qu'on fait que ça devient viscéral. Pour moi, c'est ça. C'est partager, rencontrer des belles personnes, c'est la plus grande richesse. Donc, merci à toi. Merci. Et puis, au grand plaisir de se rencontrer en France, à Paris ou en Belgique, quoi que ce soit. Mais au grand plaisir d'échanger, se voir. Merci beaucoup. Belle journée à toi Au et à revoir. ta famille. C'est gentil. Merci, à bientôt. À Ciao, bientôt. ciao.